démocratique du Congo, je tiens à vous adresser, ainsi qu'au peuple congolais, mes vœux les plus chaleureux. Cet anniversaire est l'occasion de renouveler nos sentiments d'amitié profonde et de nous réjouir de la coopération intense qui existe entre deux pays dans tant de domaines, et notamment dans le domaine médical qui nous mobilise en cette période de pandémie. La crise sanitaire nous frappe au milieu d'autres préoccupations. Le partenariat privilégié entre la Belgique et le Congo est un atout pour y faire face. En ce jour de fête nationale, je souhaite réaffirmer notre engagement à vos côtés pour renforcer davantage nos liens et développer une amitié encore plus profonde. Il faut pouvoir se parler de notre longue histoire commune en toute vérité et en toute sérénité. Notre histoire est faite de réalisations communes, mais a aussi connu des épisodes douloureux. À l'époque de l'État indépendant du Congo, des actes de violence et de cruauté ont été commis, qui pèsent encore sur notre mémoire collective. La période coloniale qui a suivi a également causé des souffrances et des humiliations. Je tiens à exprimer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé dont la douleur est aujourd'hui ravivée par les discriminations encore trop présentes dans nos sociétés. Je continuerai à combattre toutes les formes de racisme. J'encourage la réflexion qui est entamée par notre Parlement afin que notre mémoire soit définitivement pacifiée. Les défis mondiaux demandent que nous regardions vers l'avenir dans un esprit de coopération et de respect mutuel. Le combat pour la dignité humaine et pour le développement durable requiert d'unir nos forces. C'est cette ambition que je formule pour nos deux pays et pour nos deux continents, africains et européens. Les circonstances actuelles ne permettent malheureusement pas de me rendre dans votre beau pays que j'aimerais tant mieux connaître. J'espère que j'en aurai bientôt l'opportunité. Le roi Philippe II. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, mise en onde de Juni l'image, vidéo Winnie J, microphone le pasteur Jean Fils-Aimé, content de vous retrouver ce matin pour une nouvelle édition de votre émission, de notre émission Lumière sur le monde. Je tiens à exprimer mes vives félicitations au peuple congolais dont c'était le 60e anniversaire de décolonisation cette semaine, ce 30 juin. D'ailleurs, la lettre que je vous ai lue a été rédigée en la circonstance. Mais juste avant de vous dire ce qu'on va faire à l'émission de ce matin, j'aimerais saluer la mémoire combien noble de Patrice Lumumba, ce militant, cet homme d'État, le premier ministre de la jeune République démocratique du Congo, qui a payé de son sang sa détermination, sa ténacité et son sens de l'autodétermination des peuples. Nous savons qu'il a été assassiné par une combinaison des forces américaines. La CIA a eu les mains trempées dans son assassinat, la Belgique aussi, mais également par des complicités nationales. Je veux saluer la mémoire de Patrice Lumumba et celle de ses compagnons qui ont été crapuleusement assassinés pour l'indépendance de leur peuple. Recueillons-nous pendant les prochaines minutes, tandis que je vous ferai écouter l'hymne national de la République démocratique du Congo. Entre-temps, nous connaissons le rituel, une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, en tout cas tout ce qui peut nous aider à rester éveillés à l'émission d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons faire? Je vous réponds tout de suite. Je vais comparer le comportement du colon belge face à l'ancienne colonie, la République démocratique du Congo,
Et je vais comparer le comportement du colon français Emmanuel Macron face à l'ancienne colonie d'Haïti. Et je vais tenter, à partir de ces deux comportements qui sont aux antipodes les uns des autres, ou plutôt l'un de l'autre, nous allons camper deux paradigmes pour savoir quoi faire de manière à obtenir réparation pour nos peuples qui ont été martyrisés, qui ont été humiliés, qui ont été esclavagisés et qui aujourd'hui encore réclament justice. On s'arrête ici. Voici l'hymne national de la République démocratique du Congo. Je salue encore une fois nos frères congolais et nos sœurs congolaises. À tout à l'heure. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement, saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Voilà, c'est tellement émouvant d'écouter ces hymnes nationaux. Vous savez que les hymnes nationaux sont des égrégores, ce sont des lieux de concentration, de spiritualité. Et quand on écoute ces hymnes nationaux, on éprouve toujours quelque chose qui ressemble à un frisson, ressemble à quelque chose qui s'apparente à la chair de poule, que ce soit mon hymne national d'Haïti ou l'hymne national du Congo ou d'autres hymnes. Mais notez à quel point ces chants nationaux gardent les traces des souffrances de ces peuples. Vous notez que chez les peuples colonisateurs, eh bien c'est les victoires, c'est les guerres, c'est le sang qu'on a fait couler, qu'on met de l'avant. Tandis que chez les peuples qui ont été colonisés, qui ont été esclavagisés, on rappelle ces souffrances que nous avons subies. C'est bien de les rappeler, mais il faut plus que les rappeler, il faut obtenir justice. Et c'est de cela que nous allons parler à l'émission de ce matin. Vous avez sûrement prêté attention aux grands titres des journaux européens. À peu près tous les journaux, à peu près tous les quotidiens ont titré une première dans l'histoire. Le fait par le successeur de Léopold II, le roi Philippe II, d'enfin exprimer ses regrets. Bon, les mots en diplomatie ont leur importance. Les mots dans les relations internationales ont leur importance. Vous notez qu'on parle de regrets. Les regrets ne sont pas synonymes d'excuses. Il n'a pas encore présenté des excuses. Les excuses ne sont pas synonymes de pardon. Le roi n'a pas encore demandé pardon au peuple congolais. Et puisqu'il n'y a pas encore de pardon, on ne peut pour l'instant parler de justice, encore moins de réparation, mais c'est un petit pas. Je dis bien c'est un petit pas. C'est un pas au niveau de la lettre. Nous savons que les paroles s'en vont, les écrits restent. C'est une lettre que le roi a envoyée au chef de l'État congolais où il parle de regrets. Mais je crois que dans cette lettre dont j'ai fait l'exégèse et je vais vous livrer les fruits de ma réflexion à cette émission, je pense qu'il y a dans cette lettre des éléments importants en vue de
la réconciliation entre les anciens colons et les anciens opprimés. Je dis qu'on a là-dedans les éléments. Je n'ai pas dit qu'on y est encore. Et je suis sûr que la chancellerie belge a mis tout le paquet pour rédiger cette lettre, car on sait que cette lettre allait passer dans l'histoire et c'est à ce dessein-là qu'on l'a rédigée. Et je voudrais donc partager avec vous les fruits de ma réflexion. Le but, ce n'est pas de me prêter à un exercice littéraire futile, c'est de dire, tiens, dans cette lettre-là, on a les jalons pour camper un véritable paradigme en vue d'une réconciliation véritable entre un ancien colon, un colon actuel, puisque la Belgique garde une mainmise sur les affaires congolaises. Et on va voir donc ce que j'entends par paradigme. Et je vais opposer ce paradigme-là à celui encore latent entre la France et Haïti. Et tout ceci dans le but d'obtenir un seul exemple, un seul cas, un cas emblématique pour faire école. Car il suffit qu'il n'y ait qu'un cas de réparation pour que cette affaire fasse boule de neige en Europe et en Amérique. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite et c'est ce qu'on va obtenir si nous sommes unis. Bon. Dans cette lettre, vous notez que le roi exprime personnellement ses regrets. Quand ton chef d'État parle, même s'il parle en jeu, il engage le gouvernement, il engage son peuple. D'ailleurs, si la chancellerie voulait véritablement être élégante, elle aurait dû exprimer les regrets en termes de nous, ce qu'on appelle un nous d'autorité. C'est le roi qui parle, il engage son État, donc la Belgique en l'occurrence, il engage son gouvernement. D'ailleurs, la première ministre belge l'a dit, même si le roi a parlé en jeu, c'est un jeu d'autorité qui engage l'État belge. Bon. Le roi commence par exprimer ses regrets. Arrêtons-nous au mot regret, voir ce qu'un regret suppose et ce qu'un regret n'est pas. On ne regrette jamais un bien, on regrette un mal. Dès qu'on regrette, c'est qu'on assume qu'il y a eu un mal qui a été perpétré. Et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, le roi Philippe II l'a clairement dit, il a évoqué la période de la colonisation où le peuple congolais a été humilié, où le peuple congolais a été violé, où le peuple congolais a été traité comme, n'est-ce pas, un vulgaire cheptel. Et le roi dit que l'histoire de la Belgique et de la République démocratique du Congo est marquée au coin de la souffrance. Et il exprime des regrets à cet effet. Même si les regrets supposent qu'un mal a été perpétré, vous notez qu'il n'y a pas encore de responsabilité. Il n'a pas dit « je m'excuse ». Ah, les excuses sont un pas de plus vers la justice. Je regrette les torts qui ont été perpétrés. Je regrette les injustices qui ont été commises, mais pour l'instant, je ne présente pas encore d'excuses, car présenter des excuses suppose une part de responsabilité. Je peux regretter quelque chose dans lequel je ne suis pas impliqué. Par exemple, je peux regretter la mort de George Floyd, mais je n'ai pas de responsabilité dans la mort de George Floyd. Je ne peux pas présenter des excuses pour la mort de George Floyd puisque je n'ai pas de responsabilité dans la mort de George Floyd. Donc, il faut s'attendre à ce que ce soit le chef de la police ou alors le corps policier ou alors le gouverneur de l'État ou alors le président des États-Unis qui présente des excuses puisque les excuses supposent une part de responsabilité. Et vous notez que j'ai parlé d'un petit pas. La route n'est pas encore franchie là. Il y a loin de la coupe aux lèvres, il y a qu'un petit pas et il va falloir presser.
Il va falloir exercer de la pression sur la Belgique pour que le roi aille plus loin que de simples regrets et dise « je présente des excuses ». Le mot « excuse », ne serait-ce que dans son étymologie, suppose une responsabilité. Quand le roi, au nom de son État oppresseur, au nom de son État kidnappeur, imaginez l'étendue du Congo. Le prédécesseur de Philippe II, le roi Léopold II, dans un premier temps, avait considéré le Congo comme son bien propre. Le Congo, dans un premier temps, n'appartenait pas à la Belgique. Le Congo, c'était, pour ainsi dire, le bien privé de Léopold II. Quelle arrogance, quelle injustice, quelle aberration! Donc c'est bien de présenter des regrets, mais il faudra faire un pas de plus. Il faudra que le roi, Philippe II, et la première ministre de la Belgique fassent un pas de plus en présentant des excuses. Le mot excuse suppose que j'assume une part de responsabilité. Vous me direz, mais quelle part de responsabilité le roi Philippe II peut assumer parce que Philippe II n'est pas Léopold II. Ah non, pas du tout. Il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État dans les relations internationales. Les biens que le roi Léopold II a extorqués au peuple congolais, les richesses sur lesquelles la monarchie belge repose aujourd'hui et dont Philippe II tire profit, viennent des méchancetés de Léopold II. Donc, si Philippe II jouit des richesses qui ont été volées au peuple congolais, imaginez, quand on dit richesse, on ne parle pas seulement des richesses naturelles, on parle des œuvres d'art. Imaginez l'arrogance du peuple belge. Imaginez l'arrogance des Belges qui sont allés jusqu'à voler les œuvres d'art du peuple congolais, lesquelles œuvres d'art se retrouvent aujourd'hui encore dans les musées belges. Et l'occidental a le toupet de dire que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. L'occidental a le toupet de dire, écoutez, c'est nous, les Occidentaux, qui avons créé la civilisation. Ah bon? Vous avez volé les œuvres d'art des autres, vous avez commis des gestes épistémicidaires, ça veut dire vous avez réduit au silence ce que les autres ont fait pour pouvoir vous gonfler le torse en disant ils ne sont pas encore entrés dans l'histoire. On va s'occuper du cas d'Emmanuel Macron tout à l'heure lorsqu'on parlera d'Haïti. Donc, regret, ce n'est pas des excuses, mais les excuses ne sont pas encore non plus un pardon. Vous notez? C'est un fait que de dire je m'excuse, donc j'assume une part de responsabilité. Donc si j'assume une part de responsabilité, ça veut dire que je suis prêt à réparer, mais bon Dieu, il n'y a pas que la réparation qui nous intéresse, même si elle nous intéresse au plus haut point, il y a quelque chose qu'on appelle le pardon. Quand on veut, en tant qu'oppresseur, se réconcilier à l'opprimé, quand on veut, en tant que bourreau, se réconcilier à la victime, il y a un mot que l'on doit prononcer sincèrement, je demande pardon. Le roi Philippe II n'en est pas encore là. La première ministre actuelle de la Belgique n'a pas encore, au nom de son peuple, exprimé sa demande de pardon au peuple congolais. Nous allons l'exiger cela. Et une fois que le pardon aura été sollicité, il faudra penser à réparer les torts qui ont été commis et à restituer au peuple congolais tout ce qu'on lui a volé. À partir de cette lettre, j'ai campé un paradigme pour parvenir à la réconciliation véritable entre l'ancien bourreau belge et la victime congolaise. On va y aller par étapes. Si l'on veut parvenir à une réconciliation véritable entre le bourreau et la victime, il faut offrir à la victime l'opportunité de parler. Vous savez qu'il y a une dimension thérapeutique à la parole.
C'est pas pour rien qu'on invite une victime, peu importe l'agression qu'elle a subie, cette victime. On invite toujours la victime à parler à un psychologue, à parler à un psychiatre, à parler à un policier, à parler à son avocat, à parler à ses parents. Pour quelle raison? Parce qu'il y a une dimension thérapeutique à la parole. La première étape en vue de la réparation des torts que les peuples noirs ont subis, cette première étape, c'est d'offrir aux victimes, au pluriel, l'opportunité d'exprimer ce qu'elles ont subi. Vous savez, c'est ajouter l'insulte à la blessure que de banaliser la parole de la victime. Imaginez une femme qui a été violée et à chaque fois qu'elle veut, ce qui lui demande d'ailleurs beaucoup de courage, ce qui lui demande d'ailleurs beaucoup de ténacité et d'audace, imaginez qu'à chaque fois que cette femme tente de s'exprimer, à chaque fois que cette femme tente de dire « voici ce que j'ai subi », mais que le bourreau lui dit « écoutez, ça fait trop longtemps, n'en parlez pas », que le bourreau lui dise « écoutez, c'est du passé, c'est mon père qui t'a fait ça, c'est mon oncle qui t'a fait ça, etc. » Ça ne sert à rien de raviver le mal, ça ne sert à rien de, pour ainsi dire, de réveiller le chat qui dort. On entend souvent ce type de langage-là en Occident. On entend souvent ce type de langage-là au Québec où je vis. On entend souvent ce type de langage-là aux États-Unis où les descendants des bourreaux, les privilégiés d'aujourd'hui vont dire aux descendants, n'est-ce pas, des victimes, donc aux afro-descendants, regardez, ça fait longtemps qu'on n'a plus d'esclavage. Ça fait tellement longtemps, ça fait tellement loin les années 60. À quoi bon de réveiller à chaque fois ces vieux souvenirs? Non, il faut les réveiller, ces souvenirs. Car il n'y a pas de guérison si la victime n'a pas l'occasion d'exprimer sa souffrance. Et c'est pour ça que je vous ai dit que dans cette lettre du roi de la Belgique, on retrouve des éléments importants. Quel est le premier élément important? Dans cette lettre, le roi dit « Je veux que nous ayons l'opportunité de nous parler. » De nous parler, vous d'abord, comme victime, et moi, comme bourreau. C'est d'ailleurs à cet effet que le Parlement belge va tenir, on dirait qu'on nous a écouté ici, va tenir une commission vérité et justice sur la longue période de la colonisation de la République démocratique du Congo par la Belgique. Qu'est-ce qui va se passer dans une commission vérité et justice? Eh bien, les victimes et leurs descendants vont prendre la parole. Heureusement que la décolonisation a eu lieu il y a à peine 60 ans, ça veut dire qu'il y a encore des survivantes et des survivants de ces atrocités. En préparation de cette émission, j'ai visionné une vidéo de descendantes congolaises qui vivent aujourd'hui malgré elles en Belgique. Vous savez que pendant la colonisation, on interdisait aux Belges d'avoir des relations sexuelles avec les femmes du Congo. Mais c'était lettre morte puisque les Belges violaient à qui mieux les femmes. Et des enfants naissaient de ces relations que l'Église, complice des atrocités, considérait comme des enfants qui naissaient dans le péché. Et puisque ces enfants naissaient dans le péché, vous savez ce que faisait l'Église? L'Église arrachait ces enfants aux femmes congolaises parce que les femmes congolaises en étaient indignes. Ces femmes-là avaient la peau trop foncée et les enfants avaient la peau un peu claire. Et on les plaçait dans des orphelinats. Sauf que lors de la décolonisation, tandis que les prêtres retournaient chez eux, tandis que les tenanciers de ces orphelinats-là retournaient en Belgique, on a déporté tels de vulgaires marchandises, n'est-ce pas, ces enfants-là, et on les plaçait n'importe où. Et là, elles ont été violées, elles ont été battues, elles ont été agressées. Et ces femmes-là, aujourd'hui, se retrouvent avec des traumatismes terribles, des traumatismes identitaires. Elles ont fait un documentaire pour réclamer réparation. Mais avant d'en parvenir à la réparation, elles doivent avoir, ces victimes-là, l'opportunité de s'exprimer.
la première étape en vue de la réconciliation entre bourreau et victime, entre le Belge qui est le symbole du bourreau et le Congolais qui est le symbole de la victime, il faut laisser à la victime l'opportunité d'exprimer sa souffrance. Parce que les souffrances laissent des traces, vous savez. Il ne faut pas banaliser la chose en disant ça fait déjà 60 ans. Il ne faut pas banaliser la chose en disant, dans le cas d'autres peuples, depuis 1804, que nous ne sommes plus dans l'esclavage. Bon Dieu, ça fait des siècles. Il ne faut pas banaliser la chose en disant, dans le cas des États-Unis, l'esclavage a été aboli depuis 1865. Faux. Les descendants de ces esclavagisés portent encore dans leur chair et dans leur âme les stigmates de ces souffrances. La première étape, c'est d'offrir à la victime l'opportunité de s'exprimer. Au fond, je dis offrir par élégance, par euphémisme. Je n'attends pas qu'on m'offre l'opportunité. Je prends l'opportunité d'exprimer ma souffrance. Et si le bourreau est de bonne foi, la moindre des choses à faire, c'est de s'asseoir au sein d'une commission prévue à cet effet et laisser parler la victime. C'est ce qu'on a fait après la Seconde Guerre mondiale, au procès de Nuremberg. On a invité les survivants de l'Holocauste juif à dire « Voici les atrocités que nous avons subies ». Et ces victimes-là ont fait ça en présence des bourreaux nazis. Et ce n'est qu'au terme de cette première étape qu'on a dû passer à une deuxième étape. La deuxième étape, ce sont les regrets. Les regrets. Philippe II n'est pas Léopold II, je veux bien. Sauf que Philippe II s'assoit sur le siège de Léopold II. Les privilèges sur lesquels la Belgique repose aujourd'hui, toutes ces richesses qui font de la Belgique un pays où il fait mieux vivre qu'ailleurs, ces richesses-là ont été extorquées par le prédécesseur de Philippe II. Et s'il est sincère, ce bourreau-là, on s'attend à ce qu'il exprime des regrets. Il l'a fait dans une lettre, ce qui est élégant. Mais les regrets ne suffisent pas. Les regrets disent, un mal a été commis, mais je n'ai pas de responsabilité personnelle dans ce mal. Tiens, il faut faire un pas de plus. Il faut présenter des excuses. Ça veut dire que, en ma qualité de roi, j'assume les responsabilités de mon prédécesseur. Et je demande pardon. Ça, c'est important, ça. C'est important de le dire. Vous savez, l'Occident, dans son arrogance, a imposé le méta-récit judéo-chrétien. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, en psychologie, en psychiatrie, pour qu'il y ait une véritable réconciliation entre le bourreau et la victime, écoutez bien, c'est le bourreau qui doit demander pardon à la victime. Mais vous savez, dans le méta-récit judéo-chrétien, on a renversé le rôle. Quand vous lisez les évangiles, qu'est-ce qui y est écrit? Si ton ennemi te gifle sur la joue droite, tourne-lui la joue gauche. Et dans le méta-récit judéo-chrétien, en particulier dans les évangiles, on commande à la victime de pardonner au bourreau. Donc le fardeau du pardon repose sur les épaules de la victime. Mais quelle subversion! J'en profite pour vous dire que, à bien des égards, la Bible est un livre détestable. La Bible est un livre qui est cousu de fil blanc en ce que la Bible fait pression sur la victime pour pardonner au bourreau sans que le bourreau ne demande pardon. Quelle est cette affaire de tourner la joue gauche si je reçois une gifle sur la joue droite? Quelle est cette affaire dans laquelle on m'oblige à pardonner à mon bourreau sans qu'il ne demande pardon? Et j'insiste, c'est un livre détestable en ce qu'il est un tissu de contradictions. Dans l'Ancien Testament, on ne pardonne jamais sans qu'il n'y ait un prix, sans qu'il y ait un sacrifice. On tue des moutons, on tue des bœufs, etc. Dans l'Ancien Testament, Dieu ne pardonne jamais à son peuple sans que son peuple ne sacrifie quelque chose.
Dans le Nouveau Testament, vous connaissez ce verset, Jean 3, verset 16, Dieu aime tellement le monde qu'il donne son Fils. Autant dire, Dieu refuse de pardonner aux humains sans qu'il ne sacrifie son propre Fils. Bon, à la blague, je dis à Dieu, garde ton Fils. Je t'ai rien fait. Ben, si tu veux me pardonner, pardonne-moi, mais pourquoi faut-il que tu tues ton Fils pour me pardonner? Et pourtant, ce même Dieu qui refuse de pardonner sans qu'il n'y ait un prix, il demande à la victime de pardonner au bourreau sans que le bourreau ne demande pardon. Tu vois bien que c'est un livre qui est écrit par le bourreau et pour défendre la thèse du bourreau. Il faut rejeter ça aux poubelles. Revenons aux choses sérieuses. Pour qu'il y ait réconciliation, la victime doit obtenir de son bourreau la demande de pardon. Vous notez comment je renverse l'ordre? Ce n'est pas à la victime qu'on doit demander de pardonner au bourreau comme si le fardeau reposerait sur la victime. Non, c'est au bourreau, une fois qu'il est conscient de son mal, de dire, je regrette ce que j'ai fait de mal. Je m'excuse, donc j'assume une part de responsabilité et je demande pardon. Il faudra pousser pour que le roi demande pardon. Il faudra pousser pour que la première ministre demande pardon. Ce n'est pas une question d'argent, bien sûr qu'on va réclamer de l'argent. Ce n'est pas une question de restitution des œuvres d'art que les Belges nous ont volées. Bien sûr qu'on va réclamer cela. Mais c'est une question de respect. C'est une question de dignité, comme le dit le roi, que le bourreau demande pardon à sa victime. Un violeur ne peut se réconcilier à la personne qui l'a violé que s'il lui demande pardon. Et encore une fois, il sera loisible à l'ancienne victime de pardonner ou non. Il ne faut pas qu'il y ait une pression sur la victime de pardonner au bourreau comme s'il y avait un devoir moral de pardonner au bourreau. J'ai commencé par dire que la première étape doit être la prise de parole de la victime. Prise de parole dans laquelle la victime dit « Voici ce que j'ai subi, voici comment j'ai souffert ». Deuxième étape, ce sont les regrets, les excuses et le pardon, n'est-ce pas, du bourreau. Troisième étape, ça c'est important. Une fois que vous avez présenté des excuses, que vous avez demandé pardon, la victime doit dire « Voici ce que je réclame comme réparation ». Ça, c'est important. C'est une question de justice naturelle. Vous notez que quand une victime poursuit un bourreau, c'est la victime qui dit au tribunal, voici quel type de réparation je veux. Ça, c'est important, ça. Voici quel type de justice je veux. Ce n'est pas au bourreau de décider de donner telle quantité d'argent. Ce n'est pas au bourreau de décider la manière dont il va réparer les torts qu'il a commis. C'est à la victime. Celle justement qui a subi ces torts, qui a subi les injustices, c'est cette victime qui dit au tribunal, voici ce que je réclame de mon bourreau. Parce que il ne s'agit pas, c'est important de le dire, il ne s'agit pas de faveur que le bourreau va nous faire. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de dons que le bourreau va nous faire. Il ne s'agit même pas de coopération. Vous savez, c'est un beau terme que les anciens colons choisissent. Maintenant qu'ils nous ont tout volé, maintenant qu'ils nous ont humiliés et qu'ils nous ont tout pris, plutôt que de dire « je vais vous rendre ce que je vous ai volé », il parle de coopération. Il ne peut y avoir de coopération entre le bourreau et la victime sans que le bourreau ne reconnaisse véritablement les torts qu'il a commis et sans que la victime n'obtienne réparation telle qu'elle veut réparation. Ce n'est qu'après cette étape qu'on pourra parler de coopération. C'est la victime qui doit dire « voici ce que je veux ». Que de femmes
et d'hommes ont été violés. Regardez les vidéos, les images sont encore là, parce que la décolonisation du Congo ne date que de 60 ans. Les images sont encore là. On enchaînait certains Congolais tel un animal domestique à la table du maître. Des maîtres se faisaient photographier avec des collègues, des amis, ils étaient eux attablés, et puis leurs nègres des Congolais étaient enchaînés à leur table. Mais quelle humiliation! Et le roi ose parler de coopération. Mon cul, passez-moi l'expression, il ne peut y avoir de coopération sans qu'il n'y ait de demande de pardon, sans qu'il n'y ait réparation véritable. En parlant de réparation, le bourreau a une longue histoire. Il a une longue histoire de manipulation. Il a une longue histoire de corruption. Il a une longue histoire de cooptation. Et malheureusement, nos dirigeants noirs ont aussi une longue histoire en matière de corruption, en matière de vol. Vous vous souvenez de certains Mobutu Sese Seko, entre autres? Voilà pourquoi nous devons faire attention dans le jeu de négociation qu'il y aura entre la Belgique, le bourreau, et celui qui représente les victimes, le chef d'État congolais. Je ne le connais pas personnellement, mais chat échaudé craint l'eau froide. Il ne faut pas que ce soit des négociations derrière les portes closes. Voilà pourquoi les réclamations du peuple congolais doivent être connues du monde entier. Voilà pourquoi le cadre à l'intérieur duquel cette affaire va se tenir, cette commission vérité et justice, cette commission doit être publique. Les victimes doivent dire publiquement ce qu'elles ont subi. Les bourreaux doivent reconnaître ce qu'ils ont volé. Les victimes doivent dire publiquement voici ce que nous réclamons en termes de réparation. Et le bourreau doit dire, voici comment effectivement je vais rendre à la victime ce que je lui ai volé. Les victimes doivent être vigilantes des deux côtés. Elles doivent veiller sur les tactiques de manipulation, de ruse et de corruption du bourreau. Mais en même temps, elles doivent veiller sur les tactiques de vol et de corruption et de détournement de fonds de leurs propres représentants. Je le sais, je suis noir, je viens d'Haïti, et vous qui m'écoutez, n'est-ce pas, vous savez de quel pays vous venez, vous savez comment le bourreau continue à corrompre, n'est-ce pas, nos représentants, et 9 fois sur 10, il réussit à le faire parce que nos représentants sont des gens corruptibles et qui ne tiennent qu'à leur poche personnelle. Nous devons être doublement vigilants. On va veiller sur le bourreau et veiller sur nos représentants pour que nous obtenions justice. Obtenir justice signifie obtenir de l'argent. Ah oui, l'argent est important, monitox. Pourquoi les Belges sont-ils allés au Congo pour avoir de l'argent? Pour avoir de l'argent. C'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la Belgique compte parmi les pays développés. Pourquoi les Belges sont allés, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo pour voler nos ressources? Et ils continuent, enfin les Belges, à gérer nos ressources. Il faudra aussi aborder ces questions-là. Et enfin, ils ont été là-bas pour faire une démonstration, pour prouver que leur race à eux était supérieure à nos peuples à nous, en tuant nos civilisations, en volant nos œuvres et en réduisant au silence tout ce que nous avons fait. La réparation et la restitution devra aussi inclure des éléments intangibles, ce qu'on appelle des éléments culturels. Ce n'est qu'après que les victimes auront défini ce qu'elles veulent comme réparation, et encore une fois j'insiste, cela doit être public. Ce n'est qu'après que le bourreau aura rendu à la victime ce qu'il lui a volé plus intérêt qu'on pourra parler véritablement de réconciliation. Vous savez, je crois à la réconciliation. Les peuples doivent se parler. Un bel exemple de cela, après toutes les atrocités que les Européens ont subies aux mains
des Allemands nazis. C'était tellement beau de voir, n'est-ce pas, un François Mitterrand marcher aux côtés de l'ancien chancelier allemand Helmut Kohl. C'est beau, la réconciliation des peuples. Mais il n'y a pas de réconciliation sans que certaines conditions ne soient satisfaites, et on vient de voir quelques-unes de ces conditions. La commission Vérité et Justice promise par le Parlement belge est une nécessité. Et si jamais cette commission Vérité et Justice était réalisée, elle ferait école, car on va pouvoir l'exporter, cet exemple-là, vers d'autres pays. En parlant d'autres pays, on va regarder un autre cas emblématique, celui de la France vis-à-vis d'Haïti. On s'arrête ici, le temps d'une pause musicale. Je vous reviens après, c'est promis. À tout à l'heure. C'est deux cas. Deux bourreaux qui ont tous les deux extorqué, qui ont volé, qui ont violé et qui sont voisins. La Belgique et la France sont deux États voisins. Mais le comportement d'un bourreau diffère de celui de l'autre. Dans le cas de la Belgique, vis-à-vis du Congo, on voit une première reconnaissance du mal qui a été commis, puisque le roi belge dit « je regrette ».
Dans le cas de la France, on ne voit rien de tel. Voilà pourquoi j'aimerais considérer le cas école de la France vis-à-vis d'Haïti. Dans le cas de la France, le bourreau demeure arrogant. Vous avez entendu Emmanuel Macron, lors de ses manifestations en marge de l'assassinat de Floyd, de dire, écoutez, la France ne supprimera aucun trait de son histoire. La France ne déboulonnera aucun héros. Allez tous vous faire foutre si vous pensez que Christophe Colomb est un violeur, un génocidaire. Pour moi, c'est un héros. Allez vous faire foutre si vous pensez que Schœlcher est un raciste, un condescendant. Pour moi, c'est un libérateur. Allez encore mieux vous faire foutre si vous pensez que Colbert est un foutu raciste qui a écrit le Code noir pour asseoir la supériorité des Français sur les Africains et leurs descendants. C'est ce que Macron nous a dit. Il est arrogant. À bourreau arrogant, il faut être aussi arrogant. À bourreau intelligent, du moins ce qui se pense intelligent, il faut être intelligent et demi, et je vais vous dire comment on doit s'y prendre. Deuxième trait de comportement qu'on retrouve chez le bourreau français, en la personne de Macron, il est dans le déni. Le roi Philippe II fait un pas en disant « je regrette ». Ça veut dire qu'il reconnaît qu'il y a un mal, donc il n'est pas dans le déni, il ne banalise pas, il ne gomme pas la vérité. D'ailleurs, dans sa lettre, il ose dire, il faut qu'on se parle, qu'on regarde notre histoire avec lucidité, afin que nous puissions pacifier nos consciences. Dans le cas de la France, le bourreau est dans le déni. Puisqu'il est dans le déni, il fait pire, il manipule la victime. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je vous avais présenté une émission dans laquelle le prédécesseur de Macron, qui est à toute fin pratique, n'est-ce pas, son maître à penser, François Hollande, avait exprimé le vœu de rendre à Haïti ce que la France doit à Haïti. Et puis là, on se dit, tiens, on va voir ce qu'il comprend de cela. Il ose se rendre à Port-au-Prince. Et qu'est-ce qu'il doit à Haïti? Il va nous envoyer ses enseignants qui sont à la retraite pour continuer à nous enchaîner l'esprit. Il va nous envoyer, n'est-ce pas, les vieux livres dont la France ne se sert plus au nom d'une coopération. Il va nous construire une université de manière à prendre en charge, n'est-ce pas, l'esprit n'est-ce pas, de la jeunesse haïtienne. C'est de la manipulation. Il faut dénoncer le comportement français. Le comportement de la France vis-à-vis d'Haïti, c'est précisément le même comportement vis-à-vis de la Guadeloupe, vis-à-vis de la Martinique, entre autres. La même arrogance, le même déni, la même manipulation. Quatrième trait de comportement du bourreau français, c'est le condescendant. Il est condescendant, c'est la condescendance. Que ce soit Emmanuel Macron ou son très détestable prédécesseur, Nicolas Sarkozy, ils ont tous répété cette ineptie, cette imbécilité. L'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire, gang d'imbéciles. Il faut leur dire, hein, quand ils disent une connerie, il faut leur répéter cette connerie-là. Est-ce qu'on peut ignorer tous les travaux de Cheikh Anta Diop et continuer à répéter du haut, n'est-ce pas, de son trône de Versailles que l'Afrique n'est pas entrée en histoire? Cette condescendance du bourreau français. Ah, mais nous sommes supérieurs, on va les aider. C'est ce que Macron a dit. On va aider l'Afrique, on va revoir nos rapports avec l'Afrique de manière à aider l'Afrique. Mais l'Afrique ne cherche pas votre aide. L'Afrique réclame son dû. Ça, c'est le comportement du bourreau français. Arrogant, il est dans le déni, il est manipulateur, il est condescendant. Mais du côté du représentant des victimes haïtiennes, on n'est pas mieux. Regardez le comportement du chef de l'État haïtien. Lui, il est lâche. Ne comptez pas sur Jovenel Moïse.
De même qu'on n'a pas pu compter sur le prédécesseur de Jovenel Moïse, Michel Martelly, pour initier quelques démarches que ce soit en vue de l'obtention d'une restitution, en vue de l'obtention de la justice pour la victime de la part du bourreau. La victime, elle est acquise à la cause du bourreau. Vous savez, écoutez-moi bien, il n'y a pas de pire esclave que l'esclave qui tombe amoureux de son maître. Dans le cas de Jovenel Moïse, tout de même que dans le cas de son prédécesseur Michel Martelly, ils sont acquis non pas à la cause de leur peuple, ils sont acquis à la cause du bourreau français. Ils défendent la cause du bourreau français. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que le président haïtien initie une démarche judiciaire pour que le peuple haïtien obtienne réparation, même si cela aurait été un cas facile. Je vous le dis, cela aurait été un cas facile. Pour quelle raison? Les preuves sont là. Qu'Haïti a payé à la France, n'est-ce pas, un montant objectivement établi pour réparer les pertes des colons qui nous ont achetés. Fine. L'économiste français Thomas Piketty, dont je vous ai parlé, a évalué cela en termes de 20 milliards aujourd'hui, 20 milliards d'euros, j'entends, plus les intérêts. Donc, c'est facile de demander ça. Si la France refuse ce qu'elle va faire, parce qu'elle l'a déjà fait, d'initier un procès contre la France et d'obtenir réparation pour cela. Deuxième trait de comportement du représentant de la victime haïtienne, le président haïtien, il est veule. Il n'a pas de volonté, il est aboulique, il n'a pas d'énergie. Lui, ce qu'il veut faire, c'est tout simplement se maintenir au pouvoir malgré tout. Et ses tuteurs, la France, les États-Unis, le Canada, n'est-ce pas, le très détestable corps groupe, l'aident à rester au pouvoir. Pour quel but? Pas dans le but de travailler au bien-être de son peuple, mais dans le but de travailler au bien-être des bourreaux. Quand vous avez un représentant qui ne travaille pas dans les intérêts de la victime, mais qui travaille de préférence dans l'intérêt du bourreau. Quand vous avez un représentant qui n'exprime aucune volonté de défendre, n'est-ce pas, la justice de son peuple, eh bien, le choix est clair. Les victimes doivent se donner d'autres représentants. En attendant de parvenir à cela, j'invite les victimes haïtiennes dont je suis à mettre sur pied une association de citoyens pour initier un procès contre la France. Si nous attendons que ce soit la France qui fasse le premier pas, comme on semble le voir dans le cas de la Belgique, on va attendre longtemps. Pire, si on attend que ce soit les officiels haïtiens qui fassent le premier pas, et encore une fois, j'honore Jean-Bertrand Aristide qui a osé le faire. Et c'est pour cela qu'il a été renversé par la France, il faut le dire, par les États-Unis et le Canada qui ont été complices comme trois larrons en foire. Alors si on attend que Jovenel Moïse fasse un Jean-Bertrand Aristide de lui, on va attendre longtemps. Il faut travailler à renverser ce leader qui n'est pas là pour les intérêts des victimes. Et en attendant qu'il soit renversé, les victimes doivent s'organiser pour mettre sur pied une organisation de juristes, une organisation civile pour combattre la France pour son arrogance, pour son vol et pour ses manipulations. Donc, vous notez que le Congo et Haïti sont deux cas emblématiques. Pourquoi ce sont deux cas emblématiques? Parce que le comportement du bourreau est différent. Dans le cas de la République démocratique du Congo, le bourreau semble, je dis bien semble, une hirondelle ne fait pas le printemps, le bourreau semble aller au-delà des regrets. Dans le cas de la France, le bourreau nie, le bourreau est condescendant, le bourreau est manipulateur. Il faut le prendre à son propre jeu. On ne va pas l'inviter à s'asseoir avec nous, on va le poursuivre. Parce qu'il nous doit.
l'argent qu'il nous a volé. Il nous doit, n'est-ce pas, les atrocités qu'il nous a fait subir. Et puisque nous n'avons pas un représentant digne de nous, les victimes, nous allons travailler à son renversement et mettre sur pied une organisation digne de cela pour défendre la mémoire de nos ancêtres. Laissez-moi vous dire, vous savez, en droit international, il ne suffit que d'un cas. Vous savez, en droit international, on n'a pas besoin d'une longue jurisprudence. En droit international, on n'a besoin que d'un cas. Il suffit que la République démocratique du Congo porte la Belgique à reconnaître ses torts et à les réparer pour que désormais tous les peuples des afro-descendants, tous les pays formés aujourd'hui d'afro-descendants lèvent ce cas-là en disant « Regardez, voici ce que la Belgique a fait pour réparer les torts de la République démocratique du Congo. Nous allons faire la même chose vis-à-vis de la France. Nous allons faire la même chose vis-à-vis de l'Espagne. Nous allons faire la même chose vis-à-vis des Anglais. » Au fait, tous les Européens ont les mains trempées dans la sueur de nos ancêtres. Est-ce qu'on va les laisser jouir de leurs richesses comme si ces richesses-là étaient à eux? Ou bien est-ce qu'on va leur réclamer ce qui nous revient, c'est-à-dire le travail de nos ancêtres? C'est le combat de ma vie, les amis. Je veux me joindre à vous. Je veux que vous vous joigniez à moi, que vous soyez antillais, que vous soyez africains, pour que chacun son état, on se fasse respecter. Au fait, on peut bien répéter dans les nouvelles qu'Haïti est le pays le plus pauvre de l'hémisphère. On peut bien répéter que les peuples africains sont incapables d'autodétermination. C'est des discours qu'ils répètent pour nous faire rentrer dans la tête que nous leur sommes inférieurs. On va pas se laisser prendre à ce jeu. On va se battre pour obtenir justice. Merci de votre écoute. Que nos frères haïtiens s'organisent, puisque le chef de l'État haïtien est incapable et veulent que les Haïtiens s'organisent eux-mêmes pour réclamer et obtenir justice de la France, et que nos frères congolais poussent les Belges à passer de la parole aux actes, car tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un seul cas. Et quand on a un seul cas, on fera école. Maintenant que je suis calme, vous sentez que ce sont des sujets qui viennent me chercher dans mes entrailles. Maintenant que je suis calme, merci de votre écoute, merci de votre fidélité et surtout merci de votre attachement à cette émission. Je nous invite à féliciter nos frères congolais. Vous savez, le Congo représente quelque chose de gros pour le continent africain. C'est au Congo qu'on retrouve les traces d'un roi qui s'est battu et qui a même perdu la vie en défendant la liberté de son peuple. Donc, si aujourd'hui on ne peut dire que ce sont les Africains qui ont vendu leurs frères, c'est parce qu'on a cet exemple d'un souverain qui est mort en défendant la liberté de son peuple. Donc, le Congo, c'est un cas emblématique. Et surtout, continuons de liker, n'est-ce pas, notre page. Nous voulons devenir quelque chose de gros. Vous savez, le nombre est important quand il s'agit de faire fléchir un système aussi aguerri que le système occidental dont les richesses reposent sur le travail de nos ancêtres. Donc, si nous voulons gagner ce combat, et nous allons gagner le combat, nous devons commencer par être fort numériquement. Une bonne façon d'être fort numériquement, c'est de faire de cette page, eh bien, la page afrodescendante la plus imposante numériquement. Donc, augmentez le nombre de likes, abonnez-vous. N'oublions pas notre défi de 10 000 abonnements. Nous y sommes presque. Je veux y arriver avec vous le plus vite que possible. Entre-temps, n'oublions pas ceci, on est ensemble. Le colon a essayé de nous diviser, il a réussi de nous diviser. L'Afrique, c'est un seul continent. Les Africains sont un seul peuple. Les Afro-descendants sont un seul et même peuple. N'oublions pas, on est ensemble et c'est ensemble qu'on va remporter la victoire finale. Allez, au revoir, je vous aime beaucoup. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine pour une autre émission du même genre. Au revoir.
Nous en avons profondément souffert et nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Tout cela, mes frères, nous vous le disons tout haut, tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée et notre pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Voilà, sire, Excellences, Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, mes frères de lutte, mes frères de race, voilà ce que j'ai voulu vous dire. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive les Congos indépendants et souverains.